Avant de commencer, j'ai une question pour vous. Marie-Antoinette était-elle responsable de sa propre chute ou est-elle devenue le symbole de tous les malheurs de son époque? Gardez votre réponse en tête. On en reparle à la fin. Elle avait 14 ans. 14 ans quand on lui a retiré ses vêtements autrichiens à la frontière. 14 ans quand on l'a séparée de ces dames de compagnie autrichiennes, les seuls visages familiers qui lui restaient. 14 ans quand on l'a habillée à la française et conduite vers un jeune homme qu'elle connaissait à peine, mais qu'elle allait devoir appeler mon mari. C'est comme ça que commence l'histoire de Marie-Antoinette. Pas avec les robes, pas avec Versailles, pas avec la guillotine, avec une petite fille à qui on a tout pris et à qui on a demandé de sourire. Marie-Antoinette naît le 2 novembre 1755 à Vienne, en Autriche. Elle est le 15e enfant sur 16 de l'impératrice Marie-Thérèse. Dans cette famille, les enfants ne sont pas vraiment des enfants. Ce sont des outils diplomatiques, chacun destiné à épouser un prince ou une princesse en Europe pour sceller des alliances. Et Marie-Antoinette, on l'a décidé assez tôt, sera pour la France. En 1768, à l'âge de 12 ans, l'abbé de Vermont vient compléter son éducation en français et en étiquette de cours. Elle n'a pas vraiment eu le choix. Le 21 avril 1770, à 14 ans, Marie-Antoinette quitte Vienne. À la frontière entre l'Autriche et la France, il se passe un protocole particulièrement symbolique. On lui retire ses vêtements autrichiens, elle est habillée à la française. Et elle est officiellement remise aux représentants français, séparée de ces dames de compagnie autrichienne. Elle n'est plus autrichienne, elle est française. Du moins, c'est ce qu'on lui demande d'être. Le 16 mai 1770, elle épouse Louis-Auguste, le futur Louis XVI. Ils ont 14 et 15 ans. Ni l'un ni l'autre ne savent vraiment ce qui les attend. Versailles, le palais le plus fastueux d'Europe. Ça a l'air fantastique, mais attendez. À Versailles, chaque geste de la reine est encadré par un protocole rigide. Le lever, l'habillage, tout devient une cérémonie de cour à laquelle assistent les courtisans. La vie privée est presque inexistante. Et par-dessus tout ça, il y a un problème immense dont tout le monde parle à voix basse. Le mariage n'est pas consommé. Pendant 7 ans. 7 ans sans hériter. Pour une reine de France, c'est une catastrophe. Les pamphlets se multiplient. Les rumeurs deviennent obscènes. Elle a 18 ans et elle est déjà la cible de toute la France. Alors Marie-Antoinette cherche quelque chose à elle. Et ce quelque chose, c'est la mode. Elle collabore avec Rose Bertin, marchande de mode renommée, et avec le coiffeur Léonard Autier. Ensemble, ils créent des coiffures et des tenues qui font sensation à la cour et à Paris. C'est excessif, c'est provocateur, et c'est elle. Mais pendant ce temps, le royaume traverse une grave crise financière et le prix du pain ne cesse d'augmenter. Et on lui colle une étiquette définitive, Madame Déficit. En 1785 éclate un scandale qui va profondément entacher la réputation de la reine. L'affaire du collier de la reine. Une aventurière, Jeanne de la Motte, utilise des lettres falsifiées pour convaincre le cardinal de Rohan que la reine souhaite acquérir un collier de diamants extraordinaire. Elle fait même jouer à une autre femme le rôle de la reine lors d'une rencontre nocturne dans les jardins de Versailles. Le cardinal commande le collier, l'argent disparaît, la supercherie est découverte. Elle n'a jamais participé à cette affaire, elle n'a même pas été poursuivie. Pourtant, dans l'opinion publique, c'est elle la coupable, et cette image ne partira jamais. Ici une question. Est-ce que c'est juste d'être condamné pour quelque chose qu'on n'a pas fait? On continue. La révolution éclate en 1789, et soudain, tout s'accélère. Dans la nuit du 20 au 21 juin 1791, la famille royale quitte secrètement Paris sous de fausses identités. Leur destination, la frontière pour rejoindre les troupes royalistes. Mais à Varennes, leur identité est découverte. Ils sont arrêtés. Ils sont ramenés à Paris sous les regards hostiles de la foule. Cette nuit-là, tout est perdu. Après la chute de la monarchie en août 1792, la famille royale est enfermée à la tour du Temple. Le 21 janvier 1793, Louis XVI est guillotiné. Marie-Antoinette apprend la nouvelle depuis sa cellule. Quelques mois plus tard, on lui arrache son fils, le petit Louis-Charles à 8 ans. Elle ne le reverra jamais. En octobre 1793, son procès commence. Parmi les accusations les plus ignobles figure même une accusation d'inceste avec son propre fils, fondée sur une déclaration arrachée à l'enfant.
Marie-Antoinette se lève lentement et dit « La nature se refuse à répondre à pareille inculpation faite à une mère. J'en appelle à toutes les mères qui peuvent se trouver ici. » Ces mots provoquent une grande émotion parmi les femmes présentes dans la salle. À ce moment-là, si vous étiez dans cette salle, qu'est-ce que vous auriez pensé? Le matin du 16 octobre 1793, on lui coupe les cheveux courts au niveau de la nuque, on lui lie les mains dans le dos. Elle monte dans une charrette, pas dans un carrosse, une charrette, et traverse Paris. À midi et quart, elle monte sur l'échafaud. Sur le chemin, elle marche accidentellement sur le pied de son bourreau. Selon la tradition historique la plus répandue, ces derniers mots auraient été « Monsieur, je vous demande pardon, je ne l'ai pas fait exprès ». Elle a 37 ans. C'est son dernier geste de politesse. Du moins, c'est ce que la tradition nous rapporte. Marie-Antoinette n'a pas choisi son pays. Elle n'a pas choisi de quitter l'Autriche à 14 ans. Elle n'a pas choisi son mari. Mais une fois reine, elle a fait des choix de mode qui ont choqué le peuple, des décisions qui ont renforcé la méfiance du peuple et des choix de fuite qui ont brisé la confiance définitivement. Est-elle la seule responsable? Non. Est-elle entièrement innocente? Pas tout à fait non plus. Qu'il mange de la brioche, elle ne l'a jamais dit. Ce que la tradition historique a retenu, c'est qu'elle aurait présenté ses excuses à son bourreau. Une femme qui, jusqu'au bout, a essayé de rester digne, malgré tout. Marie-Antoinette. Alors, je reviens à ma question du début. Marie-Antoinette était-elle responsable de sa propre chute ou est-elle devenue le symbole de tous les malheurs de son époque? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si cette histoire vous a donné envie d'en savoir plus sur la France, vous pouvez vous abonner et activer la cloche. La prochaine fois, on se pose une question que beaucoup évitent. Louis XVI était-il vraiment un roi incompétent? La réponse va peut-être vous surprendre. L'histoire de France cache encore bien des histoires méconnues. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. Moi, c'est Ju de France en I.